Suzanne Laberge, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, vous êtes professeur de sociologie, en sociologie du sport à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, mais vous avez aussi, on le disait un peu plus tôt, une formation en kinésiologie. Ça faisait évidemment de vous une invitée incontournable pour cette émission avec ces deux chapeaux-là que vous portez. Ma première question part d'une espèce d'impression générale, hein. Vous pourrez peut-être la confirmer ou l'infirmer. J'ai l'impression que l'activité physique, ça prend de plus en plus de place dans le discours, dans les médias, dans l'école. Je regarde mes enfants, le nombre d'heures d'éducation physique me semble plus élevé que ce que j'avais à l'époque où je fréquentais la petite école. Alors, tout ça additionné, ça donne une impression, en tout cas, que l'activité physique est valorisée. Elle prend de la place dans la société actuelle. Est-ce que c'est juste comme regard et pourquoi? C'est juste, tout à fait. Et c'est le sport, l'activité physique, et j'ai été frappée de plein fouet par cette révolution-là, parce que je suis d'un certain âge. Et au moment de la Révolution tranquille, là, il n'y avait pas d'éducation physique quand j'étais à l'école primaire. Alors, c'est pour vous dire. Et donc, je n'avais pas d'intérêt particulier pour ça. Mais je l'ai découvert donc tardivement, au moment où on a fait la promotion de l'activité physique. Alors là, c'était bouger, c'est bon pour la santé. Ah, ça use pas le corps de bouger? Non, c'est bon, au contraire. OK. Alors, bon... c'est arrivé quand, ça, ce changement-là? Dans les années 60. La Révolution tranquille, ça a été à tous les niveaux. Ah ouais? Vraiment. Et donc là, ça a amené, évidemment, là, il y avait le discours de santé publique. Donc, ça s'est développé à l'école, ça s'est développé dans les fédérations sportives, ça s'est développé dans les médias sportifs et dans les politiques. Et donc, tous les acteurs sociaux ont été embarqués dans ce courant-là ou de valorisation sous différents angles. Que ce soit santé, que ce soit la pratique sportive, le nationalisme québécois. Ah oui? C'était là, là, on avait des athlètes, on a eu Maurice Richard, oui, mais attention, Guy Lafleur, puis ça continue. Ça contribuait à cette fierté-là d'être exactement. québécois. Alors, donc, il faut encourager le sport. Ouais. Alors là, on a eu un ministre du sport qui s'est promené. On n'a pas eu de ministère du sport au début. C'était le ministère des Affaires municipales, chasse et pêche. On était... Le sport s'est promené au niveau politique dans tout ça. Donc, c'est un ministre sans portefeuille, finalement. Oui, c'est ça. Alors, donc, et maintenant, vous avez tout à fait raison, c'est présent partout et c'est le langage sportif, les valeurs sportives sont mises de l'avant dans le discours de la finance, des équipes, le team building. Ouais. Alors, voilà. Donc, c'est présent partout. Vraiment? Il n'y a pas de sphère d'activité sociale qui ne sont pas touchées par le sport et l'activité physique. C'est assez hallucinant. Même l'armée. Je demande à mes étudiants, est-ce qu'il y a un secteur où on n'est pas là? Non, on est là partout. Même au départ, c'était le 5BX puis le 10BX. Ça, c'était les exercices pour les militaires. Okay. Alors, les militaires, c'est 10BX. Évidemment, alors c'était des exercices, des burpees, puis des, jack and jack. Et pour les femmes, bien sûr, on est plus faible. Alors, 5BX sont divisés par 2. OK. Ça prenait 2 femmes pour un homme. Donc, Donc, c'est présent partout, c'est ça le point. Oui, même dans la sphère religieuse, hein, des fois, on suit les médias, évidemment, catholiques ici au Verbe, puis on regarde ce qui se passe. Il y a des compétitions de soccer parmi les prêtres du Vatican. Quand il y a les Olympiques, il y a souvent un message du Vatican qui est lancé pour encourager ou accompagner cet événement mondial-là. Mais la religion n'a pas toujours été en faveur de la pratique sportive. Ah, ça a été banni parce qu'ils pensaient que il y avait des choses qui n'étaient pas catholiques qui se faisaient. Donc, il y a eu un tournant, en fait, où là, ça date vraiment des années 40 probablement. Et là, on s'est réouvert à l'activité physique. Et là, après ça a été exploité au contraire, de façon positive, en disant oui, non, c'est le moyen d'aller les chercher. OK, alors, il y a eu même Muscular Christianity, qui a été un gros courant aux États-Unis. Puis le YMCA, ça vient de ça. C'est Muscular Christianity. Alors, donc de l'entraînement physique, mais aussi accompagné de... C'était la religion qui utilisait le sport comme moyen de recrutement. Ah oui, OK. Alors, c'est
C'est vraiment imbriqué partout. Une autre impression, ben, ça éclaire déjà la première, merci. Une autre impression que j'ai, c'est qu'il y a une autre tendance qui est celle de l'individualisation du sport. Peut-être, je fréquente des gens qui vont privilégier les sports de salle, l'entraînement en salle, par exemple, ou le jogging, plutôt que de s'inscrire dans une ligue parce que c'est compliqué, les horaires. On a des vies de fous, on court partout, donc c'est plus simple de se gérer soi-même individuellement pour l'activité physique. Est-ce que c'est juste ça aussi? C'est très juste également. Vous êtes vraiment très intuitif. Merci. Ça va être mon background de sociologue là, qui parle. C'est sûr. Et donc, oui, vous avez tout à fait raison. Le sport est une sphère d'activité traversée quand même par toutes les transformations de la société, les enjeux de la société. Il y a 24 heures dans une journée, on ne peut pas en ajouter, mais par contre, on ajoute des responsabilités à chaque jour à peu près. Oui. Donc, on ne peut plus, c'est plus difficile, ça demande davantage d'organisation, c'est des contraintes additionnelles de faire des activités collectives. Alors, on va privilégier dans plein d'autres activités aussi des choses individuelles. Et donc, la pratique sportive individuelle est privilégiée. Et il y a aussi quelque chose qui est... On ne parle pas de sport au sens institutionnel, là. On parle pratique d'activité physique, parce que c'est quand même... D'un point de vue sociologique, c'est deux choses différentes. Et il y a beaucoup de ego building, ce que Lipovetsky appelle le ego building, et peut-être d'autres philosophes, sociologues aussi qui ont appelé ça, où les individus veulent se prouver quelque chose à eux-mêmes. Donc, les sports extrêmes, tout ce courant-là, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous prenez des risques? Une société à risque zéro, c'est quoi? C'est vrai que c'est assez contradictoire, ou du moins oui, ça peut le paraître. Paradoxal pour le moins. Et c'est de se prouver quelque chose. Alors, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. David Le Breton, Patrick Baudry. Et puis, les Spartan Race avec le feu, qu'il faut sauter par-dessus le feu. Puis, les ultra-trails qui sont des kilomètres et des kilomètres des ultramarathons, etc. Alors, c'est le besoin... du moins, c'est l'explication, l'hypothèse avancée, que les gens veulent se prouver parce que leur travail, on est des numéros de plus en plus. C'est aliénant. Aliénant. Et c'est l'exutoire pour dire « je peux faire quelque chose, je peux réussir quelque chose ». Je suis quelqu'un de différent, peut-être aussi. Oui, Laurence? Mais à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas l'aspect, c'est ça, moi, c'est le soccer là, que j'ai surtout pratiqué. Puis ce que j'aimais, c'était le côté amusant. Là. Parce que, bon, quand un sport d'équipe comme ça, c'est amusant. C'était même d'être avec une gang de filles, assez que... C'est ça, quand j'ai eu mes enfants, je me suis rendu compte, bien, j'aime pas ça, moi, m'entraîner toute seule. Là. Il me faut une gang de filles. Là. C'est pour ça que j'ai trouvé une succursale avec des mamans qui s'entraînent. Mais c'est ça, mais dans ce que vous décrivez, une activité sportive plus individuelle, le but, il me semble vraiment différent de... C'est pas amusant, un ultramarathon, là. Ben, moi, j'ai connu... C'est pas rigolo, là. Moi, j'ai connu un gars qui faisait des ultramarathons, puis là, il me racontait, tu sais, à celui-là, je me suis évanouie, celui-là, j'ai vomi. Tu me donnes envie. Ils finissent à quatre pattes, là. Oui, tout à fait. Mais c'est que le sport, dans toutes ses modalités de pratique, permet aux aspirations différentes des différents individus dans la société de choisir le type de modalité qu'ils leur préfèrent. Alors, pour les aînés, là, qui allaient travailler dans des centres pour aînés, ben, c'est la socialisation, c'est davantage rencontrer des gens, sortir de l'isolement, et comme les femmes enceintes qui, pendant un certain temps, sont peu en contact avec tout le reste de l'activité sociale. Donc, oui, alors, toutes les satisfactions, dépassement de soi, bien-être corporel, spiritualité, le corps et l'activité corporelle, et donc c'est ça la kinésiologie, qui étudie le mouvement. Mais moi, ce que j'étudie en sociologie du sport, c'est comment les différents acteurs sociaux utilisent ce dispositif-là. J'utilise le terme au sens de Michel Foucault, là, un outil, un dispositif qui est investi par les gens des différents acteurs sociaux qui ont des intérêts différents, des passions différentes et qui vont utiliser ce dispositif-là pour leur objectif de carrière sportive de haut niveau ou de dépassement de soi, simplement dans des ultramarathons qui n'est pas les Jeux olympiques, ou simplement de socialisation, de rencontre avec les gens, de vivre quelque chose qui est
un plaisir de jouer aussi, de s'amuser. C'est ça. Suzanne Laberge, je rappelle que vous êtes professeure de sociologie à la Faculté de médecine à l'Université de Montréal. Vous venez il y a quelques instants, vous avez parlé de Pierre Bourdieu, qui vous a été fort utile là, durant votre carrière. Je vulgarise là, à grands traits, là, mais pour Bourdieu, des fois, on a l'impression de faire des choix qui sont individuels, mais derrière ça, il y a tout un déterminisme, là, ou du moins, il y a des conditions sociales à l'intérieur desquelles s'opèrent ces choix-là, des fois même à l'insu de l'individu. Hein? Alors, on vient de parler de l'individualisation du sport ou aussi de l'ego building. L'ego building, oui. C'est intéressant, ce concept-là. Est-ce que les gens aujourd'hui, vraiment, ils expriment leur autonomie ou leur liberté à travers cette activité sportive-là, ou ils sont, je vais utiliser encore une fois une caricature presque, mais des pions dans un système qui les dépasse? Oui, c'est ça. Je dirais pas des pions, mais certainement, on a l'impression qu'on choisit notre style de vie. Ouais. Mais on est en quelque part, on n'a pas choisi ni l'année, ni le lieu, ni le milieu social dans lequel on est né. On est né, ça fait difficile à prononcer. Et après ça, compte tenu de nos conditions d'existence dans lesquelles on est, il y a des choses qui nous sont accessibles et d'autres qui ne le sont pas. Moi, je n'ai pas pu devenir un athlète de haut niveau. Il n'y avait pas de sport à l'école. Donc, dépendant de nos conditions d'existence, de ce qui nous est accessible, on va s'orienter vers telle ou telle chose qui nous paraît, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour soi. Mais en fait, c'est que c'est parmi les choses qui nous sont accessibles, c'est celle-là qu'on peut faire parce qu'on ne pourrait pas faire les autres. Je ne pourrais pas être premier ministre, évidemment. Et aussi oui, c'est évident. Il y a aussi l'enjeu du regard des autres, hein, parce que selon notre classe sociale, par exemple, de jouer au tennis ou au baseball, ça ne sera pas vu de la même façon. Les sports sont classés aussi. Et socialement classés et classants. Alors, on peut les classer, mais évidemment, c'est très socio-historiquement déterminé, socio-culturellement et historiquement déterminé. Le vélo, par exemple, en Europe, en France, ça va être les classes populaires. Ici, non. Le soccer, en Europe, en France, ça va être les gars. Les filles jouent au soccer. Non, C'est vrai, hein? Tu as une expérience comme ça? J'ai vécu 1 an en Italie, puis je me suis cherché une équipe de soccer quand j'ai habité en Italie. Mais toutes les fois que je demandais, on me demandait si j'étais pas lesbienne. C'est ça qu'on me répondait. C'était comme incompatible avec la féminité. C'était inconcevable. J'avais trouvé une équipe de soccer, mais là, il aurait fallu que je fasse 1 heure de train à chaque entraînement. Fou, hein? Puis, alors qu'au Canada, le soccer, c'était pas de mon niveau. On est les championnes mondiales. Ben oui, exact. Et puis, donc, il n'y a pas de classification, d'association, de connotation de genre féminin-masculin pour le soccer chez nous. Donc, cette connotation-là, elle est donnée par les sociétés, à travers l'histoire et à travers les cultures. Et donc, les sports, la boxe, ben, on verra pas tellement d'enfants de milieux très favorisés s'orienter vers la boxe. On dit, ben non, tu pourrais être avocat à la place, être médecin, tu sais, encore. C'est ça. Mais, et inversement, on verra pas des gens des classes populaires, ben, on va le voir, mais ça va être exceptionnel. Des cas Céline Dion, ça pleut pas, la rue, là. Donc, la mobilité sociale n'est pas très grande et les sports recrutent dépendant de l'engagement corporel que ça implique. Alors, il y a des études qui ont été faites là-dessus. La distance corporelle. Alors, en tennis, il y a plus de distance. Tout ce qui est séparé. Alors que la boxe, on est au corps à corps. Dans le corps à corps. Et dans les sports de combat, déjà, il y a une différence entre le tai chi, l'aïkido, la boxe, le karaté. Alors, dépendant du degré de violence, ça va recruter davantage dans les classes populaires ou pas. Le judo, un peu plus classe moyenne, par exemple. Exactement. Ah, c'est ça, c'est intéressant. Wow. Une dernière petite question, Madame Laberge. Dans un article publié dans le Journal de Montréal récemment, il y a peut-être 1 an ou 2, vous parliez du culte du corps parfait qu'on voit de plus en plus chez les jeunes là, qui se construisent, justement, comme on parlait d'ego building, qui se construisent une image et les réseaux sociaux collaborent à ça, contribuent à ça, assurément. J'aimerais vous entendre là-dessus. Comment un sociologue
une sociologue voit ou analyse ce culte-là du corps parfait aujourd'hui? Comment on a pu... est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que... Oui, bien, c'est des normes sociales. Essentiellement, le corps parfait, on s'entend que le corps parfait de maintenant, si on retourne en Italie dans les années de, je ne sais trop, là. Botticelli. Oui, exactement, on est vraiment dans une autre planète. Et donc la norme, et d'ailleurs, ce qui me fait un peu, me donne la chair de poule en tant que sociologue, il y a le poids normal. Santé Canada a appelé ce qui s'appelait avant le poids santé, est devenu le poids normal. Ce qui, pour une anthropologue, parce que j'ai formation d'anthropologue, le normal, c'est culturel. Il n'y en a pas de normal, c'est essentiellement culturel. Et donc, ils ont décidé que c'était cette catégorie-là, puis après, on est obèse ou on est en sous-poids, et pas obèse 1, 2, 3. Bon, bref, on est classé. La société, l'institution de santé publique nous classe. Et donc, la norme, et cette norme-là a été construite petit à petit, culturellement, elle est très blanche, elle est très caucasienne, et même Barbie a évolué. Et Barbie, puis l'autre chez les gars, c'est Ken. Alors lui aussi, il était plus ou moins musclé, mais là, il est devenu de plus en plus gros, musclé, évidemment avec les Popeyes de ce monde, avec les protéines qui aident à la chose. Et puis, Barbie, elle est devenue un peu plus mince. Et bien sûr, c'est la norme caucasienne blanche. Et ça, c'est une norme qui est très dommageable. Et il y a eu un courant d'adolescentes, et bravo, il y a eu une charte au Québec, hein, on a une charte de l'image corporelle pour dire, attention, et leur slogan, c'était « c'est normal de pas être normal ». Alors, c'est fini la norme, là, imposée, c'est normal de pas être normal. Donc, non, je ne suis pas normal. Non, je ne corresponds pas. Non, mes hanches sont plus larges. Non, j'ai ci, non, j'ai ça. Non, mon nez ne fait pas l'affaire. Mais c'est normal de pas être normal. Le marketing a beaucoup à jouer là-dedans, j'imagine. Énormément. Alors, il y a eu des pétitions pour les périodiques de mode pour faire en sorte qu'ils cessent de mettre des mannequins anorexiques qu'ils utilisent. Mais c'est encore, il y a beaucoup de travail à faire et c'est très dommageable pour les adolescents. Des femmes pas enceintes pour faire le modèle de femme enceinte quand tu achètes des vêtements. C'est incroyable. C'est vrai, ça. Ah ouais. Ben, au moins, les mentalités tendent à changer quand même. Il y a des réactions, au moins. Suzanne Laberge, je rappelle que vous êtes professeure de sociologie à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on poursuit la discussion avec nos autres invités. Merci. Merci.